et même l'origine, oui, c'est-à-dire l'original dans les reproductions, dans les œuvres moulées en série, par exemple, il est certain que l'original est effacé, ou dans les textes, ou quelque chose de plus simple et qui est d'expérimentation toute récente, dans les textes électroniques, on peut dire qu'il n'y a pas de... ou dans les photographies et également numériques, il n'y a pas d'original, il n'y a pas de... Il y a pas, comme dans une pellicule où il y a un original, où il y a un tirage, mais là il n'y a pas de tirage. Tout est aussi original. La copie. J'ai l'impression. Ou dans des œuvres qui se manifestent aussi dans des œuvres faites en série ou moule, des plastiques, par exemple. C'est à peu près que tout est toujours pareil. Mais il faudrait pousser, c'est ça. Là, ce n'est pas assez. Il faudrait là que tu te mettes un peu plus à distance du texte, que tu essaies d'expliquer, de faire un véritable commentaire de texte important, justement très intéressant, qui n'est pas très clair, qui n'est pas facile à commenter, mais il aurait fallu peut-être que tu t'interroges davantage là-dessus. Je n'insiste pas là-dessus, mais là, il aurait fallu, ou il faudrait, si tu intègres cela à ta thèse, reprendre ce paragraphe de façon à lui donner plus d'ampleur et à insister justement sur l'analyse en te référant au contexte, en élucidant bien le problème, parce que cette conjonction un peu entre ce que dit, ils ne disent pas la même chose, Blanchot, ou tout au moins ils n'ont pas le même objet, etc. Mais l'exemple que choisit Blanchot dans Borges est très intéressant, et pour ce problème justement de l'ouverture sur une infinité, l'ouverture sur des possibles, il est très intéressant. Bon, alors que sur Blanchot, c'est très passionnant, sur Michaud, c'est très passionnant, très intéressant d'avoir justement cette description, c'est original d'avoir introduit cela, et cette description de l'expérience de la mescaline hallucinogène est quelque chose qu'on aurait pu rapprocher peut-être aussi en faisant un écart d'autres formes qui sont à la fois contemporaines à peu près à Michaud, mais plus récentes parce qu'elles ne sont pas comme celle de Burroughs ou celle de Ginsberg, qui sont des expériences également de drogue, mais qui sont prises dans des contextes différents, surtout Burroughs. Et qui sont prises dans des contextes qui ne sont pas ceux de Michaud, parce que là c'était les expériences médicales, le reste c'est quelque chose qui est plus pris dans l'existence, qui est presque un modèle d'existence, un modèle de vie, et qui dans le festin nu ou d'autres textes, qui serait peut-être à reprendre. Mais l'infini turbulent n'en reste pas moins un texte très intéressant lorsqu'il parle justement de la conscience, une conscience spatiale s'étend, c'est une citation. Mais sinon, c'est ça, c'est dans Misérable Miracle, une conscience spatiale. Cette conscience-là n'est jamais aussi dense qu'elle n'est conscience de rien en particulier. Mais cette conscience spatiale, à mon avis, se manifeste chez Michaud surtout dans ses dessins. Maintenant, il aurait été intéressant, comme Blanchot a écrit l'espace littéraire, et que la littérature aussi crée un espace. Et cette spatialisation de la littérature, qui a fait l'objet d'une attention très particulière, en particulier de Gérard Genette,
peut être également mise en relation avec cela. Donc ce développement et cette évasion du sens, on pourrait dire, cet éclatement du sens hors de dissémination du sens hors des voies de la signification beaucoup trop stricte, est quelque chose qui anime aussi toute la pensée, toutes les analyses de Blanchot. Donc ça n'est pas indifférent, et même si ce n'est pas l'objet, le thème même de ta recherche, cette spatialisation de la pensée, si l'on peut dire, qui est mise en évidence aussi dans l'étude de Foucault sur ses remarques sur la force du dehors, sur le fait qu'il n'y a pas d'intériorité de la pensée inaccessible, il y a toujours quelque chose qui est un extérieur. Pour Blanchot, comme pour Paulhan d'ailleurs aussi, la pensée, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'intimité de la pensée qui soit une expérience intérieure distincte de son extériorité, qui est à la fois dans le langage et dans l'espace littéraire. Ce qu'on appelle la pensée relativement à la forme, ou le contenu par rapport à la forme, n'est souvent qu'un langage confus, qui ne prendra sa force que lorsqu'il aura passé dans une forme qu'il exprime. Donc c'est une idée force également que l'on trouve aussi chez Blanchot. Donc il y a un mot où il le dit justement dans qu'est-ce que peut la littérature, je ne sais pas comment il appelle ce texte. Peut-on parler de littérature, c'est ça? Donc la littérature a un sens souvent négatif, un peu péjoratif, ce n'est que de la littérature, tout le reste est littérature, etc. Mais peut avoir un sens fort, c'est-à-dire que c'est le sens de l'inscription de la pensée, du lieu même, de l'espace même, où la pensée peut se former, se développer. Bon, je laisse la parole. Je voulais ouvrir la discussion simplement, et ça vous aura donné la possibilité de réfléchir un peu peut-être, et de poser alors des questions aussi, oui c'est ça, poser des questions précises pour ne pas désarçonner malgré tout Ifan, qui a fait un effort considérable et tout à fait digne d'éloge dans cette présentation. Oui, mais je ne vais pas avoir une question précise, mais je voudrais revenir parce qu'en fait, vous avez éclairé par votre première partie de commentaires sur les histoires de Borges et Ménard, parce que j'étais en train de lire ton texte et je ne comprenais pas, parce qu'il me semble que tu fais, alors je ne sais pas si tu marques pas assez, à mon sens, le fait que Ménard c'est fictif. Il apparaît dans l'organisation de tes textes, il apparaît à égalité des auteurs. Hein, donc du coup, moi j'étais là très naïf parce que je connais pas Ménard, j'ai pas lu Borges, donc je dis que Ménard. Alors justement, tu cites une phrase du Don Quichotte de Cervantes. Puis tu dis Ménard écrit en revanche, et c'est la même phrase. Et ensuite tu dis l'histoire mère de la vérité, l'histoire est stupéfiante. Ménard contemporain de William James ne définit pas l'histoire comme recherche à la vérité, mais comme son origine. Sauf que tu as donné l'écriture de Cervantes, le vrai, l'écriture de Ménard, le fictif qui écrit Cervantes,
Mais moi, là-dedans, quand j'ai mis deux phrases qui sont exactement identiques, je suis dans l'incapacité de te dire que, effectivement, Ménard parle d'une autre façon de l'histoire. Du coup, je ne comprends pas ce que tu... comment tu peux en arriver? Parce que, qu'est-ce que fait Borges? Est-ce que Borges, dans son livre, au travers de Ménard, réécrit de façon identique Don Quichotte, dans l'espoir de prouver au lecteur que, regardez, le livre se peut toujours être réécrit, que le nom de l'auteur, c'est pas grave. Enfin, je ne sais pas, là j'avoue que je suis un peu perdu dans ce maelstrom. Et je sais que René vient de faire une explication des choses, là, de décortiquer, mais j'ai besoin que tu décortiques encore plus, quoi. Non, en fait, c'est une citation de... La répétition mot à mot de Don Quichotte. Oui. Qui, je me perds complètement. Après. Mais il faudrait, dans fiction, ça je trouve dans ce texte, il faudrait regarder, laissons de côté pour le moment. Regardez. Oui, mais vous ne me répondez pas à ma question. Auteur de Don Quichotte, une fiction. Mais, parce que Ménard écrit, selon le narrateur c'est Blanchot. Oui, non. Le Don Quichotte de... Non, c'est Borges. Le Don Quichotte de Ménard est plus subtil que celui de Cervantes. C'est ça, tu écris. Tu écris. Dans ce récit, le narrateur nous raconte l'histoire d'un de ses amis, Pierre Ménard, écrivain français contemporain des années 1930, ayant un projet de la réécriture textuelle du chef-d'œuvre de Cervantes, dont il en résulte seulement, c'est à la page 7, une répétition différente pour la raison que ce n'est pas en vain que se sont déroulées 300 années pleines de faits très complexes. Ce décalage, si tu vois, c'est bien ça, c'est-à-dire qu'il écrit la même chose, mais c'est le décalage des faits en fait. C'est le fait qu'il l'écrive. C'est le fait, on pourrait dire c'est une sorte d'absurdité ou de preuve par une sorte d'uchronie, de déplacement dans le temps. Et ce décalage de la mutation implique l'intervention de la lecture, car le lecteur est le témoin de cette transformation du temps. C'est toi qui l'écris, là, c'est peut-être... Non, c'est pas c'est moi, c'est moi. Non. C'est... Je sais pas, si... Ouais, ce décalage, le lecteur et le témoin, est-ce aussi bien que de la réalité complémentaire d'une œuvre? Ah non, là, ce n'est pas très bien. On ne sait pas très bien qui c'est qui écrit ça. Ce décalage de la mutation implique l'intervention de la lecture, car le lecteur est le témoin de cette transformation du temps. Aussi bien, c'est toi qui oui, c'est moi. C'est ça, aussi bien que la réalité complémentaire d'une œuvre. Référence au sens de Jean Paulhan. En lisant, le lecteur réalise. Là c'est un peu trop condensé parce que tu résumes un peu trop rapidement, puisqu'il s'agissait justement de savoir qu'est-ce qu'il fait à l'égard de ce Cervantes. Il implique l'interprétation du verbalisme. Oui, là, c'est plus passé à une autre idée. Ce que Guy Nicolas demande, c'est ça. C'est qu'est-ce que c'est qui fait cette différence? Il faut dire cette différence entre deux textes identiques, justement, est étrangère au texte, puisqu'elle vient du contexte.
Parce qu'il Mais y le a des deux contexte, phrases. là. Les deux phrases sont rigoureusement identiques. La vérité dans la mer et l'histoire. La vérité dans la mer et l'histoire. Voilà. Et le problème, c'est qu'après, Oui. tu affirmes que le père Ménard fait une opération différenciée au niveau de l'histoire, sauf que, en tant que lecteur, bon, je lis très mal, mais en tant que lecteur, je n'ai pas du tout remarqué le moment, et rien ne m'a sauté aux yeux sur le fait qu'effectivement, il y a une opération différenciée sur l'histoire. Voilà. Oui, en fait, c'est une citation de Bourget. Ça veut dire là, le commentaire, y compris les commentaires, c'est Bourget qui fait tout cela. Et en fait, je crois, à mon avis, Ah, mais c'est toute une oui, citation, voilà. ça. Ok, d'accord. Bourget Ok. voudrait montrer le décalage du temps. Ça veut dire, c'est le lecteur qui change c'est le D'accord. lecteur qui change l'œuvre. Autant pour moi, Voilà. autant pour moi, parce que j'étais perdu de chez perdu. Ok, autant pour moi. Parce que, en fait, Blanchot, il donne la même idée, ça veut dire, c'est le lecteur qui définit qu'est-ce que l'œuvre. Oui, parce que, non, mais Voilà. parce que, de toute façon, en t'écoutant, tout d'un coup, on est revenu en mémoire René Descartes. Je sais plus, c'est dans une lettre qu'il explique quelle est la lecture philosophique. On lit une première fois, on comprend certaines choses, on lit une deuxième fois, les choses qu'on n'a pas comprises, on va commencer à les comprendre, et ainsi de suite. Au fil des lectures, le texte s'éclaircit. Alors lui, René Descartes est plus directif, hein, puisqu'il est en train d'expliquer que, par rapport à ce que disait Blanchot et ce que dit Blanchot, d'après ce que j'ai compris de ce que tu disais, le sentiment que quand Descartes donne ses directives de lecture, il reste purement dans le texte en tant que tel, par ce que l'auteur a voulu dire exactement. Alors que d'après ce que je t'entends de dire avec Blanchot, c'est qu'effectivement, chaque lecteur reste maître de ce qu'il va petit à petit découvrir lui-même au travers des mots qu'il va lire et relire. Que ça, s'il y a un partage des eaux à faire, là, il se fait là. Mais peut-être parce que aussi, le but d'un écrit philosophique et le but d'un écrit littéraire, c'est deux choses différentes aussi, peut-être. Oui, moi j'ai posé une question. Selon toi ou selon Blanchot, dans la littérature, il y a quelque chose qui se répète sans cesse. Et la littérature est un processus infini qui est l'explication ou l'interprétation des lecteurs. Mais l'origine est absente. Mais c'est-à-dire, est-ce que je peux comprendre si la littérature est l'ensemble du contexte infini des explications passées, présentes et à venir de la part de lecteurs et d'auteurs, ou tout simplement la littérature est d'une certaine manière plus métaphysique, une répétition pour elle-même. À mon avis, Blanchot qui pose les deux côtés. Par exemple, il dit pourquoi Blanchot parlait du dialogue, parce que selon Blanchot, l'œuvre n'est pas un travail tout seul. C'est tout le monde qui fait l'œuvre. Donc, de ce point de vue, on peut dire que Blanchot il considérait l'œuvre, l'œuvre n'est pas seulement le travail de l'auteur, mais c'est le lecteur qui doit travailler sur l'œuvre aussi. Là,
Mais l'autre côté, selon Blanchot, on retravaillait sur le même livre, sur la même œuvre, parce qu'on n'a jamais trouvé la littérature idéale. C'est pour ça qu'on est en train de la chercher. Et de ce point de vue, l'idée de la littérature est plutôt abstraite. Donc, on fait selon Blanchot, il faut toujours avoir une idée abstraite pour qu'on peut toujours essayer de l'attraper, de chercher. Donc, c'est les deux. Ça veut dire une partie, on doit travailler son fan. Mais on n'est jamais atteindre notre but. Donc, ça fait une sorte de cercle infini. Voilà. Ça fait un bon boulot, là. À la question que tu as posée au départ, qui est celle de Blanchot, comment la littérature est-elle possible? Est-ce qu'il n'y aurait pas, au fond, parce qu'il le dit, tu le sous-entends, après Auschwitz et après le nazisme, qui pour lui d'ailleurs, il met Heidegger dans le même sac. Heidegger, je cite Blanchot, Heidegger et le nazisme sont une blessure de la pensée. Alors, est-ce que ça ne voudrait pas dire que de l'impossibilité de mourir, Blanchot va faire la condition même de la littérature, c'est-à-dire que, ce qui veut dire que le temps de la littérature est un sursis, au fond, par rapport au temps de la communication, qui pour lui, il y a un mot de Blanchot d'ailleurs qui m'a marqué, moi en tant que journaliste, le fond sans fond de la communication. Et pour lui, au fond, ce qui est important, c'est ce qui est intraduisible et qui s'oppose au communicable. Donc alors, ça pose bien la question, au fond, de la littérature, qui est toujours coincée entre le réel et le fictionnel. Hein. Il y a les faits de réel dont parle Barthes aussi, et Foucault aussi. Tous ces auteurs ont travaillé un peu dans la... Et alors aussi, ce qu'il faudrait aussi souligner, qu'on oublie un peu, c'est que Maurice Blanchot a été un penseur d'extrême droite au départ, et qui est devenu un penseur de gauche, voire un porte-drapeau, je suis très bien placé pour le savoir, pour les anciens combattants, de mai 68 hein, aussi. Et donc, c'est compliqué, hein, c'est-à-dire que c'est pas aussi la question, au fond, et il y a un mot de Blanchot aussi que je citais tout à l'heure, au fond, c'est que la réponse est le malheur de la question aussi. Donc essayer de répondre à la question aussi, à la différence de Marx, il disait que l'humanité ne peut se poser que les questions qu'elle peut résoudre. C'est-à-dire que dans toute question, il y a un début de réponse. Donc c'est un auteur complexe, Blanchot, en fait, alors qu'il emploie des mots assez simples, au fond, on ne sait jamais. Et en fait, c'est aussi, il dit, je crois que c'est un mot de lui, je suis un piège pour vous. Hein. D'ailleurs, il est contradictoire. Hein. Bon, je sais bien que chacun d'entre nous est contradictoire, l'histoire est pleine de contradictions, mais il est difficilement saisissable. Et donc, en fait, dans ces questions qu'il pose aussi, on croit le saisir et il nous échappe. Hein. C'est pourquoi dans un reportage, il dit que pour répondre à une question, la seule manière, c'est poser une autre question. C'est toujours c'est pour ça il crée un cercle infini, parce qu'on n'est jamais savoir la réponse. Mais dans ce que ça n'a pas à voir par rapport à la chose. Mais dans ce de Blanchot, ce passage de l'extrême droite à la gauche, du coup ça me questionne le compagnonnage de Derrida avec Blanchot. Derrida et de Lévinas aussi, parce qu'il a même fait à Strasbourg, ils ont été ensemble. Hein. Voilà, parce que Paul Lévy aussi. Parce que je suis dans la tête avec le livre de Jean-Pierre Faye. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Derrida qui accompagne sa pensée avec d'un côté Heidegger et de l'autre côté un Blanchot qui aurait fait un passage de l'extrême droite à la gauche. Ça veut dire quoi? Au travers du texte de Faye, hein, je pose la question. Mais ça, je le réserve pour dans 15 jours. Hein. Et j'aimerais à la limite que tu fasses un topo sur ce sujet.
Je fais une commande. Je ne pense pas quoique Fay soit également un auteur de la même époque et participait lui aussi au mouvement qui a conduit au nouveau roman, au nouveau moyen d'expression, mais Fay est surtout intéressé par le narratif, par le récit, bien que le narratif intéresse également Blanchot, mais on ne peut pas dire, il appelle récit un certain ses romans, mais le narratif est toujours quelque chose qui est différé, qui est coupé, qui est mis en question chez Blanchot. Les romans de Blanchot ne sont pas des narrations, comme c'est des narrations qui ne sont pas faciles à suivre et qui ne sont pas conduites d'une façon continue. Il n'y a pas... il y a toujours, à tout moment, cette présence d'une interrogation, justement, très instante sur l'écriture, sur ce que l'on va écrire, sur la manière d'écrire, etc. C'est ça qui l'intéresse surtout. Tu as cité comment la littérature est-elle possible. C'est, je crois, dans l'étude sur Paulhan, où il étudie Paulhan, et justement cette impossibilité de référer l'écriture à l'expression d'une intériorité que l'on pourrait plus ou moins atteindre et plus ou moins exprimer. Elle est toujours différer cette intériorité. On n'atteint jamais cette intimité qui serait le contenu de l'œuvre à exprimer. Parce que la littérature, c'est toujours par rapport justement à ce qu'on appelle le fond et la forme, il n'y a pas de fond dedans. Le fond passe tout entier dans la forme. Il n'y a pas, au moment où l'on essaierait de distinguer l'un de l'autre ou de dire on a exprimé par la littérature quelque chose qui est un fond dont on s'approche de plus en plus, et là justement quelque chose qui est une sorte d'illusion. On le voit. J'ai cité Joyce. Je pense que c'est Joyce qui est peut-être le plus intéressant dans cette illustration que l'on pourrait faire, de Blanchot, bien que Blanchot ne le cite pas beaucoup, Joyce. Je pense qu'il l'a étudié, mais je ne crois pas qu'il ait consacré d'études particulières à lui. Mais à mon avis, ça serait peut-être celui qui se rapprocherait le plus de cette vision de la littérature. Non, celui qui le privilégie, je crois, c'est Kafka, parce qu'il a consacré toute ta thèse aussi, dans son étude sur Kafka, une grande partie de la thèse. Parce que chez Kafka, il y a quelque chose de très vivant, de très vital. Cette littérature c'est une forme, mais ce n'est pas du formalisme, au sens où on dirait que c'est détaché de la vie, parce que c'est au contraire un auteur comme Kafka est tout entier engagé dans son œuvre, et s'il a voulu même la faire détruire au moment de sa mort, ce qui aurait été horrible, c'est bien parce qu'il ne pensait pas avoir atteint dans cette œuvre quelque chose qui aurait été essentiel, et qu'il s'est lancé dans une poursuite où il n'a jamais, c'est une œuvre ouverte, où il n'a jamais exprimé ce qu'il voulait, vraisemblablement, quoi qu'il l'ayant fait. Donc il y a aussi ce paradoxe qui est cher à Blanchot. Kafka n'a pas exprimé ce qu'il voulait faire
dans son œuvre, et pourtant toute son œuvre est l'expression de cela. Cette écriture allégorique, emblématique, cette sorte de cette critique permanente du monde, de la société, des conventions par son œuvre, c'est justement ça qui est le résultat essentiel. Et pourtant, il est perdu il est pris dans une sorte de recherche infinie que sa mort a interrompu, mais c'est sans pouvoir arriver à une clôture. Il a été très inspiré par cela. Je crois que quand il dit, beaucoup de choses qu'il dit, justement, de cette ouverture, l'absence de clôture, l'absence d'œuvre, etc., ça vient peut-être pas exclusivement de Kafka, mais c'est très inspiré par Kafka. Bon, je ne sais pas quelle heure il est, parce que je ne veux pas tenir sur la secrétaire qui a ici a d'autres remarques, non? Le dernier, je peux dire, est-ce que je comprends bien, est-ce que j'entends bien? Autant Michaud que Blanchot, non, la littérature ne réside pas dans la prise de produit. Pardon. Encore une fois. Non, la littérature ne réside pas dans la prise de produit. Bah, Marguerite Duras. Ouais, non, mais si j'ai cru entendre ça, si tu veux, je te propose la question autrement. Voilà, la prise de produit. Voilà, tu es en train de prendre du produit là. Il n'est pas nécessaire de consommer quelque drogue que ce soit pour s'adonner à la littérature. Non, je crois que c'est pas nécessaire. Il faut prendre quelque chose pour écrire la littérature. Le but de Michaud est que le sens est même comment on dit ça, c'est plutôt on avoir une illusion ou la fascination pour ce truc qui nous force à écrire. Donc l'essentiel n'est pas le truc, c'est seulement. D'accord. Non, c'est ce que vous avez pu comprendre. Démerdez-vous avec votre humanité, ne vous échappez pas. Bon, il vient nous Merci beaucoup. Et le renvoyer à ah non, à des éclaircissements, c'est ça. Alors, si toi tu veux, parce que Thierry Briot, qui est déridien, veut bien intervenir aussi, toi qui présenterais, si vous voulez présenter un peu Faille, dans 15 jours. Ah bon? Moi je présente. Tais-toi, oui. Ah, c'est moi, mais c'est pas prévu ça. C'est ce petit maîtrise. Mais je n'ai pas demandé à Faille lui-même en admettant pourquoi. Le livre, parce que c'est une question délicate, parce que Faille, il devient bien passionnel. Alors, si on le fait venir, il ne va que raconter le nazisme de Herr Commandant Hitler en se mettant en garde à vous. Alors ça rendra toute discussion avec lui. Mais je trouve ça important ce qui est. Je sais plus comment il s'appelle. Sur l'histoire de Blanchot, le passage et compagnie. J'aimerais arriver à comprendre. Comment un gars comme Derrida a eu besoin de se confronter au bourreau pour pouvoir penser. Je mets au bourreau au pluriel. Hein. Par rapport à si Faille, lui, il a fait une question d'horreur, en lisant son truc sur Saint-Paul, je comprends pourquoi il a une vision d'horreur. Moi, je suis plus dans le questionnement de
qu'est-ce qu'il est allé chercher dans le bourreau qui lui a permis de... Mais c'est dans le collège philosophique, dans le collège sociologique, ils ont fait une grande analyse. C'était pas avec Blanchot, c'était avec Caillois, qui a une étude c'est science sacrée. Et la recherche, ce qui intéressait Gustave, c'est surtout la recherche du sacré, qui n'est pas absent, c'est Blanchot, mais qui n'est pas dominant. D'accord. Ok. Sinon, je vois que vous avez parlé de la rançon. J'ai envoyé le texte de votre présentation. Du séminaire pour l'année prochaine. C'est ça. Et quelqu'un m'a dit qu'il y avait peut-être une erreur de mots. Ah, peut-être. Que c'était pas l'art sans intérêt, mais l'art en tant que désintéressement. Et donc, je me suis permis de changer le mot intérêt par désintéressement. Oui. Hein, Oui. voilà. Oui. Et le quelqu'un, c'est pour ça qu'il va avancer là. Oui, d'accord. Merci. Et merci. Que tu te mettes un peu plus à distance du texte, que tu essaies d'expliquer, de faire un véritable commentaire de texte important, justement très intéressant, qui n'est pas très clair, qui n'est pas facile à commenter, mais il aurait fallu peut-être que tu t'interroges davantage là-dessus. Je n'insiste pas là-dessus, mais là, il aurait fallu, ou il faudrait, si tu intègres cela à ta thèse, reprendre ce paragraphe de façon à lui donner plus d'ampleur et à insister justement sur l'analyse en te référant au contexte, en élucidant bien le problème, parce que cette conjonction un peu entre ce que dit, ils ne disent pas la même chose, Blanchot, ou tout au moins ils n'ont pas le même objet, etc. Mais l'exemple que choisit Blanchot dans Borges est très intéressant, et pour ce problème justement de l'ouverture sur une infinité, l'ouverture sur des possibles, il est très intéressant. Bon, alors que sur Blanchot, c'est très passionnant, sur Michaux, c'est très passionnant, très intéressant d'avoir justement cette description, c'est original d'avoir introduit cela, et cette description de l'expérience de la mescaline hallucinogène est quelque chose qu'on aurait pu rapprocher peut-être aussi en faisant un écart d'autres formes qui sont à la fois contemporaines à peu près à Michaux, mais plus récentes parce qu'elles ne sont pas comme celles de Burroughs ou celles de Ginsberg, qui sont des expériences également de drogue, mais qui sont prises dans des contextes différents, surtout Burroughs. Et qui sont prises dans des contextes qui ne sont pas ceux de Michaux, parce que là c'était les expériences médicales, le reste c'est quelque chose qui est plus pris dans l'existence, qui est presque un modèle d'existence, un modèle de vie, et qui dans le festin nu ou d'autres textes, qui serait peut-être à reprendre. Mais l'infini turbulent n'en reste pas moins un texte très intéressant et lorsqu'il parle justement de la conscience, une conscience spatiale s'étend, c'est une citation. Mais sinon, c'est dans Misérable Miracle, une conscience spatiale. Cette conscience-là n'est jamais aussi dense qu'elle n'est conscience de rien en particulier. Mais cette conscience spatiale,
à mon avis, se manifeste chez Michaud, surtout dans ses dessins. Maintenant, il aurait été intéressant, comme Blanchot a écrit l'espace littéraire, et que la littérature aussi crée un espace. Et cette spatialisation de la littérature, qui a fait l'objet d'une attention très particulière, en particulier de Gérard Genest, et même l'origine, oui, c'est-à-dire que l'origine dans les reproductions, dans les œuvres moulées en série, par exemple, il est certain que l'original est effacé, ou dans les textes, ou quelque chose de plus simple et qui est d'expérimentation toute récente, dans les textes électroniques, on peut dire, il n'y a pas de... Dans les photographies et également numériques, il n'y a pas d'original, il n'y a pas de... Il y a pas, comme dans une pellicule où il y a un original, où il y a un tirage, mais là il n'y a pas de tirage. Tout est aussi original. La copie. J'ai l'impression. Ou dans des œuvres qui se manifestent aussi dans des œuvres faites en série au moule, des plastiques, par exemple. C'est à peu près que tout est toujours pareil. Mais il faudrait pousser, c'est ça. Là, ce n'est pas assez. Il faudrait là que tu peut-être également mis en relation avec cela. Donc, ce développement et cette évasion du sens, on pourrait dire, cet éclatement du sens hors de dissémination du sens hors des voies de la signification, beaucoup trop stricte, et quelque chose qui anime aussi toute la pensée, toutes les analyses de Blanchot. Donc ça n'est pas indifférent, et même si ce n'est pas l'objet, le thème même de ta recherche, cette spatialisation de la pensée, si l'on peut dire, qui est mise en évidence aussi dans l'étude de Foucault sur ses remarques sur la force du dehors, sur la